Merci, Monica. La journée a été, je trouve, très intense et dense. Ça montre la multidisciplinarité des questions, au moins scientifiques, qui se posent en matière de décarbonation du maritime. On a vraiment balayé large. Merci aux exposés qui ont été proposés. Donc aujourd'hui, avec nos panélistes, on va prendre de la hauteur, effectivement, comme le disait Rodica, en 2 temps. On me présente. Non, on connaît tout le monde s'est présenté. C'est bon, tout le monde est intervenu avant, donc c'est bon. Voilà, la première question que j'aimerais poser à chacun d'entre vous. Alors, c'est un exercice large, donc voilà, ça vous laisse aussi la latitude pour choisir votre angle de réponse. Mais en gros, c'est projetez-nous à 2050 sur le transport maritime dans toutes ses composantes. Quels sont voilà, matériel à 2050, quels ont été les enjeux qui ont été les verrous qui ont pu être levés, quelles ont été les difficultés qui ont été rencontrées et quelles sont celles qui subsisteraient en matière voilà, technique, scientifique, juridique, économique. Voilà, on a décidé, on commence par qui? Mesdames, Pierre? Je vais tenter une réponse. Ouais, comment? Si tu veux, mais par contre, je vais faire un peu de la politique, ça ne vais pas répondre tout à fait à ta question. Oui, oui, c'est aussi. Juste rappeler que, en fait, quand on regarde nos simulations, alors je dis pas que on a bon, surtout, hein, mais on se rend compte que la neutralité carbone en 2050, a priori, on n'y arrivera pas. Bon. Est-ce que c'est un drame pour autant? Pas tout à fait, parce que je prends plein de pincettes et plein de guillemets, hein, mais en fait, au niveau des accords de Paris, on n'a jamais fait l'effort, mais je pense que c'était impossible, on n'a jamais fait l'effort de répartir le budget carbone de l'humanité. On n'a jamais dit il y a 20% pour les Américains, 10% pour l'Union européenne, 5% pour la Chine, je dis n'importe quoi. Et on n'a jamais dit quelle était la part de ce budget carbone restant pour le transport maritime. Or, on l'a dit, le transport maritime, c'est un secteur qui est plus difficile à décarboner que les autres. Donc, si on est rationnel et qu'on optimise, ben, on va pouvoir décarboner, si on est très doué, on va peut-être décarboner le bâtiment, l'industrie légère, le transport routier, la production d'électricité, peut-être si on est vraiment très doué avant 2050, et ça laisse de la marge pour les autres secteurs comme le transport maritime ou l'aviation qui sont plus difficiles à décarboner, et quelques années de retard, espérons juste une petite modulation sur ce point-là. Ouais, merci pour cette réponse. Dans les temps, en plus, super. Annie? Bon, bah alors moi, je vais dire qu'en 2050, je suis assez d'accord avec. Effectivement, je pense qu'on n'aura pas décarboné. Alors, une réponse en 2 temps. Par exemple, pour l'hydrogène, bah, c'est sûr qu'on va commencer par produire de l'hydrogène proprement. Et ça, c'est le premier temps. Et si effectivement on arrive à déjà développer des électrolyseurs de façon efficace en 2050, pour produire de l'hydrogène propre, ça serait pas mal. Le deuxième point sur lequel je crois que c'est vraiment important, et là, il faut faire attention, c'est-à-dire que la solution, elle n'est pas unique. Si je prends par exemple l'exemple du ferry norvégien, hein, qui fonctionne avec l'hydrogène, on a 2 packs de piles à combustible, donc de 200 kilowatts, et on a avec ça des batteries qui complètent pour démarrer, pour aller plus vite. Et pour vous donner une petite idée du progrès, ça c'était en 2023. En 2025, on a le même ferry, mais qui prend 600 passagers au lieu de 300 qui a en plus, effectivement, au lieu de 80 voitures, on en a 180. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas augmenté la taille de la batterie. Par contre, ils sont passés à des piles à combustible pour lesquelles on a cette fois-ci, on est du mégawatt au niveau puissance. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on est capable de faire des choix et on est capable d'évoluer assez vite, mais vraiment avec des solutions complémentaires. Et je crois que c'est vraiment hyper important de penser à ça. Et effectivement, pour rebondir sur ce que tu as présenté, j'ai pas pu te poser la question, j'en profite. Mais c'est vrai que ce bateau sur lequel on a que des batteries lithium. Déjà, il faudrait savoir combien il y a de lithium dessus et combien on va pouvoir en fabriquer. Par contre, effectivement, c'est-à-dire c'est hyper intéressant parce qu'on voit comment on va pouvoir dimensionner les piles à combustible à côté. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec les deux panélistes qui ont déjà parlé, mais c'est bien, c'est plus une table ronde. Non, je suis d'accord sur le fait que 2050, c'est chaud, même se dire. C'est chaud, notamment vu le contexte réglementaire aujourd'hui à l'ONU. Pour autant, là où je suis pas d'accord, c'est sur le fait que le transport maritime, c'est l'un des secteurs les plus difficiles à décarboner.
Parce que je pense que l'industrie lourde, enfin, je vois pas comment on fait l'industrie lourde pour faire de l'acier sans émettre des émissions carbonées. Donc, je pense qu'on peut faire des choses. Hein. Il n'y a pas que, on va avoir besoin de plusieurs technologies, ça c'est sûr. Mais si je prends l'exemple du vent, par exemple, le vent, ça marche. Ça marche pas économiquement, hein. Ça marche pas en termes de volume, mais techniquement, ça marche. Donc, on peut faire du transport décarboné, c'est tout à fait faisable. C'est juste qu'il faut l'inscrire dans un contexte économique qui est aujourd'hui totalement des années-lumière. Et pour ça, on a besoin de la réglementation, mais le droit international, souvent, c'est pas fou non plus. Bon, alors je vais clôturer ces premières questions. Alors moi, je vais prendre beaucoup de recul, puisque bah, du coup, je vais prendre l'angle plus des flux et du commerce. Et il y a quand même des éléments qui me semblent intéressants. Je suis d'accord sur le fait que 2050, bon, voilà. Après, il faut quand même se rendre compte qu'on a des navires qui sont vieillissants, donc on aura quand même déjà un renouvellement de la flotte, alors surtout porte-conteneurs qui sont quand même plus âgés. Après, il y a aussi une tendance du commerce mondial qui est quand même très claire. Depuis 2008, on a un commerce qui est moins rapide. Donc, on a un commerce qui est beaucoup plus mesuré, d'accord, dans les chiffres. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On a aussi une régionalisation des flux et finalement, on a aussi des partenariats qui commencent à se créer entre les pays pour faire mieux et plus localement. Donc, ça, il faut s'en rendre compte. Après, ça a des conséquences, parce que quand on s'intéresse aux flux maritimes, on laisse l'aspect global et on voit qu'on va identifier quand même des vraies différences. Parce qu'on a beaucoup parlé de transport conteneurisé, et là, on est à peu près d'accord qu'on va vers ce qui existe déjà, des gros hubs avec une massification des navires où on va utiliser des technologies de plus en plus avancées avec tout ce qui a été vu aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand même derrière le transbordement, avec, je pense quand même, une pluralité de flottes, de taille, et c'est là où la mixité de solutions, elle est présente. C'est pas tant dans ce gigantisme qui s'explique beaucoup par le mécanisme économique, mais je pense que c'est aussi dans des plus petits flux, comme tu disais tout à l'heure, qu'on va trouver des solutions et adapter selon les régions, selon les flottes, alors sans faire du cas par cas. Le deuxième secteur qui occupe quand même 80% du commerce maritime, c'est quand même le vrac, et on n'en parle pas. Il est un peu moins soumis à la réglementation et la difficulté, c'est qu'il dépend des besoins, de là où sont produites les choses et là où elles sont demandées. Donc, il y a une contrainte géographique. En 2050, il y aura un développement différent des pays. On a des pays qui cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement pour des questions géopolitiques. Donc, on va avoir plusieurs flux au regard des besoins en matières premières. Donc là aussi, il y aura une pluralité. Deux points, par contre, qu'on note, c'est est-ce qu'on va aller, moi qui m'inquiète peut-être un peu plus vers une notion de qualité du transport, parce qu'on voit ça dans les contrats, c'est-à-dire on va monnayer un navire plus propre dans un contrat. Peut-être c'est intéressant, mais en même temps, globalement, c'est peut-être risqué. Et la deuxième chose qui me semble intéressante, c'est que normalement, le maritime est orienté pour la marchandise et pour le marché. Et avec cette question d'émission, le cœur, c'est le navire. C'est-à-dire qu'on revient vers le navire, on trouve un mode de propulsion et on va chercher à le remplir pour le rendre économiquement optimal. Et donc, c'est quand même un changement de point de vue qui, je pense, peut ouvrir beaucoup de solutions, encore une fois, mixtes de décarbonation. C'est parce que je suis à la CIC que je prends la parole, mais sinon, la question n'est pas pour moi, c'est juste, je vais faire l'analyse sur ce que vous avez dit, parce que c'est, pour résumer, donc, à 2050, ça a l'air un peu trop tôt, mais si c'est à 2060, c'est pas grave, j'allais dire, même s'il y a urgence climatique, mais l'accord de Paris, c'est au-delà de 2050. Après, il n'y a pas de mono-solution comme dit Annie. C'est sûr qu'on est dans des choix, mais là encore, c'est pas que technologique. Corinne l'a dit, ça dépend du flux. Qu'est-ce qu'on veut faire avec et c'est la demande. Donc, il faut segmenter le marché par usage. Et puis, pour Florence, c'est sûr que le cadre EMI, il n'est pas contraignant dans l'état actuel. Les armateurs, ils n'entendent pas au EMI, les ports non plus. Donc, on va avancer sans, même s'il n'y a pas une taxe mondiale, je ne sais pas ce qu'on attend, parce que gouvernance internationale sur le maritime, peut-être qu'il ne va pas y avoir
sur la question fiscale. Donc, c'est une rareté sur la ressource fossile et sur la ressource tout court qui nous fait qu'on doit changer de mode de consommation, de production, de transport et aussi de carburant. Après, c'est pas qu'une question technique. Ok, il y a la voile, mais et même pas économique que ça coûte, et qui paye, et que c'est le consommateur et quelle justice sociale. C'est une barrière au sens large organisationnel qui fait qu'on a une inertie, on ne peut pas changer. Donc, même si la technologie existe, on n'arrive pas à mettre en place, à massifier ces usages pour qu'on rende, arrive à faire une solution opérationnelle de suite parce qu'il y a cette difficulté à coordonner les agents et en pratique, ça va prendre plus de temps que ça. Il faut réformer tous ces, détricoter les habitudes de charge, décharge, de consommation. Les mêmes routes vont être peut-être encore longtemps encore en place parce que ce sont des structures économiques, facteurs pratiques qui vont rester les mêmes. Et les mêmes courants d'air on ne peut pas les changer. Ça va conditionner le monde du transport maritime. Je laisse la parole, donc, minute 2050, ça ne va pas être très loin, ça va être, parfois, ils sont interchangeables, donc du coup, il va prendre la suite de la question sur le futur possible. Je ne sais pas si c'est 2050, on a déjà changé d'horizon, donc libre à toi de te placer dans le long terme. Ok, j'ai une difficile tâche de remplacer Erwan, on n'est pas si interchangeable que ça, mais un petit peu quand même. Première chose, oui, je pense, comme les intervenants précédents, net zéro à 2050. Alors, c'est pas la position de Nice, qui regroupe plusieurs acteurs, mais ce qu'on peut voir, en tout cas, par rapport à ces publications, des études, etc. Oui, la neutralité carbone à 2050 pour le maritime, ça va être quelque chose de compliqué. En revanche, on peut arriver à faire des choses. Erwan en a parlé ce matin et on croit vraiment, et c'est aussi ce qu'on porte, et c'est ce qu'on voit dans la littérature, on contredirait l'importance de la collaboration à un niveau assez large sur une gamme, une échelle de TRL longue. On est en train potentiellement, on a une opportunité de développer des filières, et une filière, ça se développe sur les temps longs. Le fait de donc travailler en transverse sur l'échelle de maturité, sur la chaîne de valeur, et l'argent va être au cœur aussi de ces transformations. C'est une denrée rare, donc chère, mais il faudra la partager la plus intelligemment possible entre tous les acteurs. Voilà, j'ai pas de vision particulière à 2050. Je pense qu'il y a plein d'options possibles. Les routes pourront changer, enfin, on pourra commenter là-dessus. Les modes d'opération pourront changer. J'ai l'habitude de dire, c'est une formule que j'aime bien employer maintenant, y compris lors d'interventions auprès d'étudiants, c'est qu'en fait, les transitions, c'est un triptyque. Ça va être régulation, et donc on l'a vu, la prégnance, le droit va être important pour, si on ne fait rien, moi je ne pense pas, et on ne pense pas qu'il se passe, produise quelque chose. Ça va être de l'innovation, et de l'innovation technique, sociale, politique, etc. Et ça va être de la modération, on n'aime pas trop le mot sobriété, mais en tout cas la réflexion autour des usages du maritime. Donc j'aime bien ce triptyque, c'est un peu comme le liberté, égalité, fraternité de notre République. Ben alors, on va dire que la transition serait réussie si on arrive à essayer à faire à être au centre de trois tensions un peu contraires, quoi. Régulation, innovation, modération. Ça pourrait être notre devise. Pour enchaîner sur une seconde question, peut-être en vous mouillant un petit peu plus, sans pas vous engager non plus, et les technologies auxquelles vous croyez le plus au regard des données à votre disposition et celles auxquelles vous croyez le moins. Oui, une autre là-dessus, je pense, et à la c'est un peu aussi la vision qu'on porte. Vous l'avez dit, de toute façon, il y a un panel de solutions. Il n'y a pas l'électrification partout. Voilà, je pense que c'est on partage tout ça, compte tenu des usages variés du maritime, des segments variés, etc.
c'est un ensemble de ces solutions-là. Mais si on peut regarder voilà, en fonction de leur maturité, en fonction desquelles, quelles sont les technologies auxquelles vous croyez le plus ou le moins en fonction des données qui sont. Pierre. Donc les grandes batteries comme ça. Tu as fait l'IA en plus qui consomme de l'électricité pour faire ton image. Si j'avais fait à la main, ça aurait consommé encore plus. De temps. Alors, je réponds à ta question et je rebondis un peu sur ce que Florent disait. En fait, moi, je dis pas que c'est le secteur le plus difficile à décarboner, hein. Je pense qu'effectivement, certaines industries lourdes et l'aviation sont probablement plus difficiles à décarboner. Mais l'équation économique, elle est extrêmement tendue. Effectivement, on sait faire un navire qui tournerait 100% au méthanol et on sait faire du méthanol de synthèse. Donc, technologiquement, on pourrait faire dès demain si on avait envie. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'usine à méthanol et on n'a pas le modèle économique pour favoriser ce méthanol. Et en fait, ça coûte une telle fortune que il faut optimiser. Et il faut essayer de dépenser rationnellement tous ces euros qui, à la fin, sont pris dans votre poche. En fait, hein. À la fin, c'est le consommateur qui paye. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile à décarboner. C'est parce que c'est cher. Et qu'il faut trouver, à chaque fois qu'on trouve des technos qui consomment de moins en moins, comme le technique, et ben, on permet de faciliter cette transition. Donc moi, oui, ma technologie un peu chouchou, c'est la batterie, mais c'est pas forcément celle sur laquelle je mettrais mon argent personnellement. C'est celle qui m'intéresse le plus en tant que chercheur, et parce que peut-être qu'on s'y intéresse moins, et elle est encore un peu dans le placard. Mais pour le transport maritime. Mais après, moi, j'ai envie de dire que le meilleur gagne, quoi. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant aussi. En tant que chercheur, si on n'est pas trop inquiété par rapport au climat en 2 secondes, on oublie un peu la canicule et tout ça, 2 secondes. C'est stimulant de voir qu'il y a un peu de compétition. Il y a des gens qui préfèrent le vélo, il y a des gens qui préfèrent la pile à combustible. Moi, je préfère les batteries. Mes collègues préfèrent le diesel qui tournera au méthanol. Et puis on teste un peu tout ça, quoi. Non, mais c'est bien, on fait juste tout alterner, c'est très bien, changeant. Allons-y dans le ordre. Donc, alors, il y a aussi tout un aspect, j'allais dire, évolution. C'est-à-dire que tu as tout à fait raison. Je veux dire, choisir, moi, je n'ai pas tellement envie de condamner qui que ce soit. Je crois qu'effectivement, il y a de l'avenir un peu pour tout ça. Il faut savoir aussi, bon, si je prends le cas des piles à combustible, par exemple, les piles à combustible actuellement, celles qui sont sur les navires qui fonctionnent, et bien, en fait, elles vont évoluer technologiquement. Elles vont évoluer technologiquement tout simplement parce que vous avez des membranes en biface et que ben, les chercheurs là, dans les labos, les collègues, qui sont en train de les remplacer tout simplement. Et voilà. Donc, c'est vrai qu'on a du mal quand même aussi à se projeter sur une solution. Et par contre, on va avoir des solutions qui vont évoluer. Ça veut dire que les matériaux qui sont là-dedans, ils vont évoluer. Alors, il y a aussi tout un aspect matériaux. Par exemple, on a parlé de quantité de lithium, quantité de platine. Bon, pour l'instant, quantité de platine, ça va. Si vous faites de l'électrolyse avec de l'iridium, c'est pas la peine. Donc effectivement, on a tous ces aspects-là qui sont à prendre en compte. Et ça, c'est hyper difficile à anticiper parce qu'en fait, le prix de tous ces matériaux-là différents, la géopolitique, l'accès, l'accessibilité, tout ça, ça change aussi. Donc en fait, je pense qu'on a, en tant que chercheur, enfin, et même en tant que citoyen, le devoir d'essayer de développer un maximum de techno. Hein, et peut-être qu'effectivement, il va falloir un jour en mettre une placard parce que pour des raisons climatique, tout simplement. Alors pour compléter ce qui a déjà été dit, alors pour revenir à l'objectif de 2050 où on dit ça paraît difficilement atteignable, mais en fait ça simplifie un petit peu l'équation, je trouve, dans le sens où on est à la fin d'un match de basket, il reste 5 minutes, on est mené de je sais pas combien de points, on veut gagner, et c'est le money. En fait on n'a pas le choix. Donc on n'y sera peut-être pas, c'est pas grave. Mais si on commence dès maintenant à se dire on va pas y être, donc on va décaler les deadlines, on va commencer à faire une trajectoire un peu plus réaliste, on ne le fera jamais. Donc en fait, faut arrêter de se demander si on y sera ou pas. Et il faut y aller. Et du coup, je pense qu'il y a urgence à pas perdre de temps et à écouter la science et notamment à se baser sur des métriques qui sont claires et qui correspondent aux problèmes. Par exemple, aujourd'hui, on considère des fois des métriques basées sur des émissions qui vont sur la combustion. Oui, il y a plein de technos qui fonctionnent bien pour ça, ont des émissions à la combustion qui sont faibles. Par contre, si on regarde à l'extraction, c'est un désastre. Donc en fait, arrêtez.
Il faut regarder de l'extraction jusqu'à l'émission. On le sait. Pourtant, on ne le fait pas toujours. Même nous, dans la science, des fois, on dit, ah, regardez mes études en économie de carburant, c'est super. Mais non, il faut qu'on arrive vraiment à prendre de la hauteur et à utiliser des métriques qui sont claires, qui sont celles qu'on veut, et qui incluent à la fois les dimensions économiques, sociales, environnementales. Voilà, et arrêter de se dire, ah, mais regardez, cette techno, elle est hyper bonne, mais sur ce tout petit secteur de marché-là, et en fait, ça marche jamais. Je suis assez contente d'intervenir en dernier, puisque c'est exactement mon sujet, la technique. Et moi, je dirais, de ce que j'ai vu des marchés, en fait, il y a effectivement plein de mesures, avec chacun des avantages et des contraintes. Donc, avec derrière cette adaptation selon les flux, on peut trouver peut-être quelque chose d'optimal par flux ou par taille de navire. Donc, ça, c'est déjà une piste et c'est déjà ce qui est fait. Quand on voit les petits navires qui ont fait des tests, eh ben, on va en apprendre beaucoup. Et l'enjeu et la difficulté qu'on a, c'est le fait de faire face à des volumes pour l'autonomie, pour l'avitaillement, pour la production et la question du cycle de vie. Donc une fois qu'on a compris ce truc de cycle de vie et le fait que le volume sera contraint, encore une fois, sur des flux et des navires de taille moyenne, on peut tenter des choses et on va en apprendre. Et après, je pense aussi qu'il ne faut pas du tout oublier le côté organisationnel et la productivité des navires. C'est-à-dire qu'on peut encore aussi faire mieux avec les navires existants pour laisser le temps au temps. Parce que je pense qu'on est quand même dans une zone grise où, eh bien, on tâtonne. Alors, bon, il y a des projets, mais on tâtonne. Et les armateurs, ils attendent, ils investissent pas parce qu'ils savent pas. Et on les comprend. Et en même temps, voilà, ils vont trouver des petites solutions et petit à petit, effectivement, on arrivera à développer, voilà, peut-être quelque chose d'hybride, je sais pas. Bon, bah, si je peux me donner le micro, j'avais compris aussi. C'est marrant parce que j'ai pas la même lecture que Florent de la dynamique. Moi, je la vois intense. Toi, elle est un petit peu molle parce qu'on ne bouge pas assez vite, mais moi, j'ai l'impression que tout le monde s'empare des solutions de court terme, opérationnelles à moins de coûts, et ils réfléchissent aux stratégies de long terme. Même la finance, elle change, et elle n'aime plus la finance verte, on l'a plus verte, on l'appelle plus verte. Elle est d'emblée obligée d'aller sur le long terme et pas encore à miser sur le court terme. Donc, le secteur maritime, Fabien, elle a déjà une vision long-termiste, mais bon, je comprends l'impatience. Et moi, si je dois répondre aussi à la même question, quoi je ne crois pas dans la démondialisation, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, les flux maritimes vont toujours relier les mêmes points, bien que pour la matière première, là où elle est excédentaire, parce que l'avantage comparatif va toujours rester. Et tant qu'on ne commence pas l'extraction minière en France, je ne pense pas qu'on est prêt à faire la réindustrialisation complète. Donc, sur les modes sociétaux de vie et de consommation, ça, je pense qu'il y a une part incompressible qui fait que les flux vont toujours circuler par voie maritime. Je te laisse la parole pour répondre à une question ou pour conclure. Rapidement par rapport à ce que vous avez dit, côté NUT, on pense qu'il y a un besoin de sécuriser, de consolider des données, partager, les partager au sein de la filière pour réduire les incertitudes qui empêchent encore aujourd'hui des prises de décision. Ça va demander du travail largement du côté académique. Moi, je pense qu'il n'y a pas à vous inquiéter. Vous avez du boulot pour les années qui viennent. Et d'autre part, une collaboration très étroite entre tout le monde académique et aussi le monde industriel pour transformer l'essai, réduire les temps de développement, d'innovation, etc. C'est des choses qu'on dit, mais on est quand même dans le money time quelque part, je partage aussi un petit peu. Donc, faut que toute l'équipe joue, faut que toute l'équipe de France joue, académique, industrie, ensemble. C'est aussi ce qu'on porte voilà, comme vision, en étant optimiste. En tout cas, on a du boulot tous ensemble. C'est quand même peut-être la seule bonne nouvelle sur ces questions, pas que, mais l'une des bonnes nouvelles sur ces questions de décarbonation. Voilà, on va peut-être passer la parole à vous passer la parole pour un commentaire de la libre ou des questions à nos panélistes. Oui, bonjour. Je vais peut-être rebondir sur ce que vous avez abordé tout à l'heure, sur la question de savoir quelle serait la meilleure technologie pour aboutir à cette décarbonation. Du point de vue juridique, au fond, je rejoins bien l'idée que finalement que les meilleurs gagnent, que
que voilà, celui qui vend le mieux et vend le plus, finalement, c'est le système qui serait gagnant. Mais au fond, il faut aussi bien avoir à l'esprit que dans les différentes recherches qui sont faites d'un point de vue technique et d'un point de vue de l'ingénieur, à la fin, le juriste va faire ce qu'on appelle un bilan pour avantage. Au fond, la question qu'on va poser, c'est quels sont les inconvénients et les risques de tel type d'énergie, de tel type de technologie, et quels sont les avantages que cela apporte. Si le bilan est négatif, il y a le risque qu'un juge vienne vous dire oui, c'est très bien pour ça, mais c'est ça de côté. Donc, en fait, au fond, c'est toujours ça. Je pense aussi qu'il faut avoir à l'esprit cette question de bilan pour avantage pour aussi peut-être aider à choisir finalement les meilleurs modèles. Ça passera aussi par là pour ne pas se faire docker, vraiment docker par le mauvais système juridique. Merci beaucoup, Darlene. Est-ce que vous voulez réagir à cette remarque, Darlene ou... Moi, c'était dorénavant, on va faire que des analyses co-avantages et on va simplifier la tâche. J'ai le micro, alors je vais poser une question. Non, je vous ai entendu là sur Jean-François et un peu tout le monde sur cette logique d'équipe de France, de travail collaboratif, etc. Et je pense que c'est bien de l'avoir, mais j'aurais bien voulu avoir votre avis sur. Il faut bien comprendre que le monde économique il est en compétition, que cette fameuse collaboration science industrie, elle est aussi impactée par justement cette compétition. Quel regard vous avez là-dessus? Compétition industrielle, vous dites? Ce que je veux dire, c'est très simple. Ce que je veux dire, c'est très simple, c'est pas compliqué. Oui, bien sûr, il y a une équipe de France, mais à l'intérieur de cette équipe de France, il y a aussi des enjeux de compétition. On le voit bien sur les différentes technologies, sur une même filière, on parle du juridique, il y a une compétition très forte, etc. Donc, il va y avoir des limites à cette équipe de France. Comment vous voyez La les choses? compétition, là, je commence à comprendre. Ça ne joue pas que sur la minimisation de coûts. Si c'est ça la compétition entre les armateurs, mais c'est plutôt le sujet de Corinne. Justement, il mise sur les nouveaux carburants pour gagner cette compétition qui est à long terme. Donc, la compétition, c'est minimisation de coûts, mais aussi avec une stratégie d'investissement intelligente et soutenable. Mais Corinne me fait signe que c'est peut-être pas ça la question. Moi, j'ai compris que vous vouliez dire compétition en termes d'innovation par rapport aux autres pays qui innovent. C'est ça que vous vouliez dire ou c'est... Dans cette équipe de France, je ne vais pas monopoliser. Dans cette équipe de France, on va retrouver des industriels, des armateurs, des équipementiers qui vont avoir différentes solutions, que ce soit des carburants, on a entendu parler du nucléaire, on a entendu parler du véhicle. Tout ça fait en compétition. Et quand on parle d'une équipe de France, normalement, on a un même objectif, et on le partage et on essaye de gagner, mais en même temps, au sein de cette équipe de France, et c'est vrai sur tous les sujets, évidemment, pas uniquement sur la détermination maritime, mais au sein de cette équipe de France, il y a des logiques également de compétition qui amènent des limites dans ces velléités, je pense à Nice, par exemple, dans ces velléités de collaboration, et voilà. C'est une réponse déjà que le projet Lanfray, parce que c'est des acteurs du VELIC. Il est nantais, donc on peut en parler, le projet est nantais. Les acteurs du VELIC qui sont certes en concurrence des technologies, du marché, etc., mais qui se mettent quand même d'accord sur un point fondamental qui est aujourd'hui, on a besoin ensemble d'élaborer des process ou des méthodologies de justification de nos performances vis-à-vis des end users. L'état de l'art montre que on n'est pas encore, on répond pas à ces besoins-là. On monte ensemble un projet, peut-être à des niveaux de TRL, donc faire un projet là-dessus. On est concurrents, on travaille ensemble là-dessus, et après on développera les solutions et on trouvera les segments, et etc., etc. Donc c'est totalement possible. De la même façon que dans une équipe de sport, si on utilise la métaphore, plusieurs sont même en compétition entre eux, ne serait-ce que pour jouer, et ça fonctionne.
Moi, je pense qu'on peut le faire, il y a cet espace, encore une fois, le projet d'entrée le montre, et d'autres, hein, on peut en citer d'autres. Voilà, au moment où on a créé l'IRT Ville Verte, on se posait ces mêmes questions sur la région nantaise. J'étais à Naval Group à l'époque, je me souviens. Est-ce qu'on va pouvoir faire un projet collaboratif entre Naval Group et les chantiers de l'Atlantique? Oh là là. Bah, si, ça s'est fait. Ça s'est fait au bénéfice des deux parties, quoi. Voilà. Peut-être qu'il y a des témoignages sur ces questions, sur les acteurs du pays, que ce soit au niveau recherche, au niveau industriel. Mais moi, je pense à ce modèle-là. Évidemment, on a plus intérêt à partager des données quand même pour prendre des décisions un peu éclairées ensemble, même si elles ne nous avantagent pas à un moment ou à un autre, voilà. Je pense que la vraie concurrence, par exemple, sur le Vélic, elle est peut-être pas entre les acteurs français, ça c'est un point de vue personnel, c'est pas le point de vue de mix, mais la concurrence sur les acteurs du Vélic, elle est à l'international avant tout, plutôt qu'au sein du pays, quoi. Voilà. Et l'idée, c'est de construire une filière Vélic avec plusieurs acteurs, c'est pas mal, mais il vaut mieux que les technologies vendues soient françaises à l'avenir, avec les différents acteurs, plutôt qu'elles soient israéliennes, états-uniennes ou sud-asiatiques, par exemple. Voilà. J'ai un angle plus segmenté entre les technologies parce qu'il n'y a pas d'effet de cannibalisation entre les technologies où il y en a une qui va prendre le pas sur l'autre parce qu'ils visent des segments de marché différents. Avec sur des routes différentes, il y a des routes intra-européennes qui ont besoin d'une certaine assistance vélique, d'autres qui ont des courants plus favorables. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait une concurrence intercarburants, mais je ne sais pas si c'était ça la question encore, ou entre carburants ou entre les carburants. Je ne vois pas les conflits d'usage ou d'intérêt pour l'instant. Si on prend... Attends, je te redonne. Non, mais je reviens peut-être un peu à cette image de l'équipe de France, du projet collaboratif. Moi, j'ai vécu ça, je vis ça depuis très longtemps. J'ai vu arriver ces fameux projets collaboratifs qui ont financé la recherche avec le projet européen, etc. J'allais dire à votre place, il y a 15 ans. Et ce que je veux dire, c'est que je connais leurs limites, je connais également leurs limites. Il y en a un certain nombre. On parle de Bonfray, c'est super, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, mais ça a ses limites. Et je voulais juste vous alerter sur ces limites. Et si on a, pourquoi? Parce qu'on a un enjeu de calendrier, vous l'avez dit, et peut-être qu'il y a quelque chose de mieux à faire encore, des modèles de collaboration. Et c'est peut-être justement le rôle de l'IT, et votre rôle aussi en tant que scientifique, des modèles de collaboration pour la science et l'industrie, encore plus efficaces que les modèles qui existent aujourd'hui. Et ces enjeux climatiques, c'est peut-être le moyen d'aller justement chercher des outils de collaboration. C'est un peu ça que je voulais dire. Voilà. De façon à accélérer encore un petit peu ce qui existe déjà. Non, mais je pense effectivement, on est d'accord. Il faut qu'on réinvente le lien probablement entre la recherche et l'industrie déjà pour être plus efficace, mais avec les contraintes qui sont les nôtres. Donc, c'est deux mondes qu'on, quand même, depuis quelques années, on arrive à cette collaboration, mais effectivement, il y a une limite à ça. Nous, on est sur un temps long, les acteurs sont sur un temps plus court. On développe des modèles et on sait très bien quand la mise en pratique, elle n'est pas encore aboutie ou elle est difficile ou il y a des contraintes. Donc, oui, il faut trouver des nouveaux modèles. Mais ça passe aussi par, quelque part, c'est quoi le coût de la recherche, comment on finance l'innovation. Parce que dans tout ça, quand même, il faudra baisser le coût de l'innovation pour que ça aille plus vite. Et baisser le coût de l'innovation, ça veut dire certes être performant, certes trouver des nouvelles idées, mais également arriver à le passer dans le monde économique. Et là, il y a effectivement peut-être encore des choses à faire, je suis d'accord. Moi, ça me fait plaisir cette question que je comprends enfin. Parce que ça dépasse le cadre thématique de la décarbonation du maritime. C'est au-delà de ça parce que c'est général pour tout drame industriel, les filières non matures mais qui ont tel pays. Donc, c'est justement le cas des journées scientifiques. Quel est le métier du chercheur, quel est le rôle. Donc, on a aussi déjà une transformation du métier d'enseignant-chercheur.
Donc, on a une double contrainte budgétaire parce qu'on n'a plus de sous et on passe notre temps à remplir des templates pour faire des appels à projets. Donc là, c'est pour attirer des sous et il y a une autre contrainte de temps climatique et il faut dans l'urgence avoir des solutions opérationnelles comme Pauline l'a mentionné. C'est un style américain d'être opérationnel et la recherche fondamentale et théorique, là on laisse au CNRS, mais nous, académiques, ce qu'on fait, on va sur le terrain, notre métier, ce n'est plus s'amuser à faire la théorie, ce qu'on aime, c'est d'avoir quelque chose de rapide, travailler sur des compétences, comme aussi la formation se transforme. Donc, au-delà de ça, être rapide, ça transforme notre rôle de chercheur en consultant. Donc, nous, on est des experts consultants sur le terrain de plus en plus. Et ça, c'est les deux autres tiers du temps. Donc, quand on recherche pour la théorie, ça reste en bout d'échelle, on va dire, c'est quelque chose qui est moins fondamental parce qu'on n'a pas le temps, comme on l'a évoqué. Donc, c'est cette transformation qui est de nos jours demandée, exigée, je ne sais pas, on va définitivement vers ça. La part de plaisir qu'on a quand même à rencontrer des industriels, c'est que on alimente nos formations par les idées qu'ils nous donnent, le besoin en métier, en compétences, on transmet aux étudiants. Donc là, c'est sûr qu'on fait le relais plus facilement. On peut mieux les intégrer sur le marché du travail. Mais quid de la recherche, c'est bien comme question en sortie de cette journée dédiée aux chercheurs académiques et portes ouvertes au cadre institutionnel et aux industriels. Peut-être si tu veux confirmer à quoi tu assistes, parce que tu es plus à l'interface entre les politiques académiques et les industriels. Comment toi tu vois les chercheurs et leur rôle ou le métier, parce que tu es toi-même à la base un chercheur. Oui, alors là, par exemple, je le disais tout à l'heure, donc on a parlé du besoin de sécuriser les données consolidées, etc. Votre travail là-dessus sera vital, mais il ne peut pas se faire seul, il va se faire avec le monde industriel aussi. Je pense pas, moi j'ai eu dans ma carrière, j'ai collaboré beaucoup avec le monde académique en étant industriel. Je pense qu'il n'y a aucun danger pour les deux à collaborer. Les industriels, ils apportent souvent des questions tordues, des problèmes mal posés qui sont des casse-têtes que vous aimez résoudre aussi. Donc, je pense qu'il peut y avoir du plaisir là-dedans et que c'est utile aux industriels. Voilà, il va falloir aller vite. La décarbonation, c'est difficile, mais pour citer le président états-unien Kennedy, là, we should go to the moon, not because it is easy, but because it is hard. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec la décarbonation. Voilà. Par rapport à ce que tu disais, peut-être ça peut être l'occasion de demander aussi dans la salle, à vous tous là, sur panélistes là, ce que vous voyez comme véritable, on a un peu évoqué, mais quels seront les game changers, qu'est-ce qu'ils vont faire qu'on va faire le panier des 3 points avant la fin du temps réglementaire. Voilà votre vision là-dessus. Pour la partie si it's not easy et tout ça sur le monde, j'espère que je vais quand même aller dans la partie qui est not easy et pas faire la collecte de données. Qu'on les consolide et qu'on les regarde, ça c'est un autre job, mais on n'a pas. Tu vas produire les données et puis... Calibrer lambda. La métaphore du match de basket. Non, je pense qu'il y a quand même on parlait tout à l'heure des différents technos, quelqu'un avait dit que le meilleur gagne. Je pense que dans la réalité, ça se passe pas comme ça, étant donné qu'on parle pas de techno révolutionnaires et qui permettent un gain économique tellement incroyable qu'en fait, voilà, ça vient complètement bouleverser le marché. Non, c'est pas ça, c'est des technos qui viennent aussi répondre quand même à un enjeu de décarbonation. Alors certes, il y a la raréfaction des ressources qui fait que ça devient de plus en plus intéressant économiquement, mais globalement, ça l'est pas encore suffisamment aujourd'hui pour inciter à y aller. Et donc, on a besoin de règles, et ces règles-là, personne n'est parfait, donc elles vont forcément favoriser une techno par rapport à une autre. On le voit au niveau de l'ONI, hein, au niveau de l'ONI, on est sur des émissions tank to wake, et en plus de ça, le VI est franchement pas trop mal petit. Par contre, si on regarde au niveau de l'Union européenne, là, c'est beaucoup moins le cas. Et tout ça, ça s'est fait par un jeu politique de lobbying, etc., auprès de l'Union européenne. Donc, et ces règles-là, c'est elles qui définiront quelle est la techno de demain. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de définir des métriques claires. Je pense que si on fait les mauvais choix maintenant et qu'on fait les mauvaises lois maintenant,
eh ben, on choisira les mauvaises technologies. Moi, j'ai envie de compléter un petit peu sur ce que tu viens de dire là. En fait, pour moi, la question ne se pose même pas. On nous demande en 2050 d'avoir diminué nos émissions de CO2. Alors, il y a le maritime, mais il n'y a pas que ça. Hein. Même, tout à l'heure, ça a été évoqué. Je veux dire, quand on va partir en mer, on commence par ramener la marchandise au port, etc. Enfin, bon, c'est tout un ensemble. Et on a un tel challenge, finalement, d'électrification, que toutes les technos dont on a parlé, à mon avis, même si on était tous gagnants à 100%, on n'aurait peut-être même pas encore réussi à tout décarboner. Donc, pour moi, le problème qui se pose même pas comme ça. Il faut tous qu'on gagne, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que toutes nos technos gagnent. Moi, pour le transport maritime, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je sens que le game changer, il sera bien plus du côté du droit et du marché du carbone que d'une techno en particulier. Parce qu'en fait, ça va. C'est l'idée qu'on développait un petit peu avec Gustave et Rodika, mais elle est encore très immature cette idée. Mais quand on calcule de manière brute, après, il faudra approfondir ces calculs. Mais si on met une taxe, je ne me souviens plus des chiffres précis, mais mettons une taxe délirante de 1 000 € la tonne de CO2 sur des porte-conteneurs, le prix d'un iPhone, il est augmenté de 10 centimes. Alors, il n'est pas d'accord. Alors, ben, tiens là. Alors, pour le vrac, c'est différent. Mais à mon avis, comme on a vu que le porte-conteneur, le plus gros secteur polluant, on pourrait peut-être se dire, ben, on va mettre une taxe carbone qui est différente en fonction de la marchandise transportée. Alors, il pourrait y avoir des effets de bord et on met tous des conteneurs dans des vraquiers, mais bon. Mais on pourrait imaginer que sur certains biens, ou sur certains types de transport, on met des taxes très hautes. Ça impacte finalement peu le consommateur. Bon, Erwan n'est pas d'accord, mais on en débattra. Et en fait, ça peut driver après toute l'industrie derrière ces propositions. Ouais, je vais aller un peu dans ce sens. Je dirais aussi, le changement, c'est quand même un peu l'homogénéisation des réglementations. Parce que quand même, s'il y a des zones qui sont beaucoup moins réglementées que d'autres, le transport maritime étant mondialisé, et ben voilà, ça va avoir des effets de contournement évidents. Et puis le vrac, lui, n'est pas toujours obligé de passer par les quotes réglementées. Et si on a juste 10% de son chiffre d'affaires dans les zones réglementées, et ben on va prendre le risque de ne pas faire grand-chose. Voilà, et on va attendre l'opportunité. Donc il y a une question de peut-être pas aller plus fort, mais aller plus dans l'homogénéisation, on en a parlé, pour que, on va dire, voilà, il n'y ait pas ce contournement. Et à partir de là, ouais, il faut un prix du carbone, ou un prix du pétrole, déjà on peut commencer par là, élevé pour vraiment lancer l'incitation. Mais effectivement, il faut du temps parce que le transport maritime est résilient, ils vont trouver des solutions, mais il faut qu'il y en ait en face. Donc, ouais, je pense qu'effectivement, si on tape pas un peu, ça va pas marcher, ça va pas inciter, mais il faut pouvoir avoir une homogénéisation et une technologie qui soit adaptée. Je trouve que le seul signal qui va être homogène, c'est une taxe carbone à 2 € la tonne. Donc, tu sais comment je suis sensible au signal. Là, tu me chauffes, Pierre. Donc, c'est juste c'est utopiste de croire que le signal carbone, c'est son rôle de faire la parité entre les technologies et rendre rentable l'hydrogène vert. C'est pas son rôle. La taxe carbone, le marché EETS, même quand on l'appelait inefficace parce que c'était 5 € le quota, il avait son rôle, il a envoyé son signal, c'est tout le rôle du marché carbone, mais c'est pas pour faire des filières matures. Il envoie le rôle. Ce qui va plus vite, c'est le standard. Donc, ce qui se passe déjà au niveau international, et c'est déjà bien. Alors qu'on est impatient, ça c'est autre chose, mais l'intensité carbone et l'efficacité énergétique, les deux pastilles des couleurs sur le EXI, l'intensité carbone, c'est déjà bien, avec la symbolique pénalité que s'ils sont pas conformes, ils vont être immobilisés au port. Ça se trouve, ils peuvent même s'en débarrasser de leur bateau. Mais c'est pas ça la question, c'est que la taxe carbone, ça peut pas aller à des signaux aussi délirants. Je pense que le signal, ils l'ont compris, les armateurs, ils se rabattent sur le GNL en attendant la rentabilité. Ils font déjà des investissements stratégiques sur le long terme, mais il faut pas attendre ça de
de EMI, taxe carbone internationale, où on va faire couler, non pas les navires pour le jeu de mots, mais les îles qui sont déjà sous l'eau et qui sont très dépendantes de l'acheminement maritime dans les deux sens. Donc c'est pas au nom de la justice sociale, c'est que économiquement on est sur une diversité des coûts marginaux d'abattement, et que économiquement on est dans cette diversité où on ne peut pas homogénéiser les lois, mais oui pour les standards, les normes techniques. Il y a toujours des exemptions aux taxes. Mais on est doué pour faire ça. Donc pour les petites îles, on peut imaginer d'autres taxes. Peut-être pour compléter, Pierre, on va échanger un peu là-dessus, mais je peux prendre l'exemple de l'iPhone parce que tu utilises ou des chaussettes ou des grains de sable, parce que et à la fin, les études du FMI pendant le Covid, doublement du prix du fret, 0,7 points d'inflation. Doublement du prix du fret. 0,7 points d'inflation. Donc par chance, il y a eu une crise énergétique qui a fait que globalement, on a tout à fait sur Total et pas sur CRS, CGM et compagnie. Mais c'est pas anodin pour le consommateur. Et du coup, Fret inclut le braquing ou seulement? non, c'était sur le prix du fret conteneurisé. Et c'est très simplement un doublement. Pendant le Covid, ça a fait x5 et en spot, fois plus. Donc du coup, c'est un vrai sujet. Et il y a aussi des segments de flotte qui ne tolèrent pas ça. La pêche, on en a un peu parlé, elle ne tolère pas ça. Le prix du billet pour aller en Corse ou dans une île ne tolère pas ça. C'est pour ça que je disais d'essayer de cibler une taxe carbone sur des produits à forte valeur ajoutée pour justement que ça impacte peu le client final et que ça, par contre, ça drive tout le système derrière en termes d'innovation. Moi, sur le principe, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi, mais j'aime pas trop l'argument de dire c'est pas grave, on peut taxer, il se passera rien derrière. Je pense que c'est pas vrai. Il peut y avoir des conséquences non négligeables, notamment sur la consommation, sur l'inflation ou sur certains segments de flotte qui ne peuvent pas l'accepter. Mais de toute façon, je pense qu'on peut plus faire de trucs qui n'auront pas de conséquences. Enfin, il y aura forcément un truc qui va déranger quelqu'un. Oui, et l'optimum, je vais prendre un exemple, chez CMA-CGM. Il y avait des solutions. Quand on a fait des modélisations typiquement de ce qui allait arriver avec la taxe carbone, on est en compétition, enfin, CMA-CGM est en compétition, par exemple, le bateau est en compétition avec le camion, sur des lignes qui peuvent être intra-européennes. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du report modal inversé, c'est-à-dire plutôt que de se dire, tiens, on va aller sur le meilleur transport d'un point de vue énergétique, on va aller sur un camion qui, globalement, consomme 20 fois plus d'énergie. Alors, je pense que le problème, c'est pas que le CO2, c'est aussi l'énergie décarbonée qu'on doit produire. Et donc, le maritime est en compétition avec le camion sur certaines lignes. Je parle pas d'avion. Le transport maritime, il va être contraint par EETS à partir de 2027, c'est ça? Donc, c'est un secteur qui va être aussi contraint. Donc, il va y avoir une barrière aussi sur les émissions. Je dis pas que ça répond à la question, mais sinon, Pierre, je suis d'accord avec toi. Le conteneurisé, on peut le taxer. Pour moi, on peut se passer de la manufacture qui fait 3 fois le tour du monde. Il y a une partie compressible, hein, une bonne partie sur le conteneurisé. Donc, je suis prêt à négocier. Mais après, il y a la structure du marché du conteneurisé et ce qu'elle est pour être rentable aussi. Donc, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a eu des profits, mais il y a eu aussi beaucoup de périodes où, pour rendre rentable ces grands navires, on s'est associé, on a fait des alliances. Là, on est sur des systèmes d'alliances que l'on voit nous peut-être comme quelques grands acteurs et qui sont pas forcément positifs pour le marché, mais qui sont aussi une réponse aux contraintes croissantes. Donc, on va avoir des gros groupes qui ont des moyens financiers. C'est là-dessus, c'est sur eux qu'on compte pour innover. Ça, on est d'accord. Mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a eu des décennies où le transport maritime a été en vraie difficulté et en réalité, leur manière c'est un marché qu'on fait ça, hein, donc leur manière de s'arranger, c'est de s'allier, c'est de tailler, c'est de faire des consortiums, c'est de mutualiser l'espace. Donc, je suis aussi d'accord sur le signal de prix, parce que si c'est bas, enfin, il n'y a pas d'incitation. Mais encore une fois, ce qu'on voit des marchés, voilà, il y a eu pendant des décennies où en fait les chiffres d'affaires des lignes régulières, bah, c'était de la vente et de l'achat de navires et c'était plus le marché du transport parce qu'il n'était pas rentable. Donc voilà. Alors juste une petite précision sur mon micro-modèle qui vaut vraiment rien, hein, mais moi j'imaginais que c'était entièrement le client final qui payait la taxe. Donc pour moi, ça n'aurait
ça ne devrait pas impacter la rentabilité de Rodox AD. Vraiment, il devrait pas avoir de problème. Ah oui, après, ça peut se discuter, mais là, dans mon modèle, ça partait entièrement au consommateur final. Bon. Ouais, on va vous laisser, ça devient très technique, mais très intéressant, mais il y a des questions dans la salle qu'on va prendre. Alors, je vais être très bref concernant les travaux qui arrivent sur le partage des données opérationnelles pour réduire cette émission carbone. Ma question sera la suivante. Nous savons que le partage des données avec le routage météo ou encore les progrès de l'IA permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ma question est donc la suivante. Quelles sont les données aujourd'hui dont il n'y a actuellement pas de partage et dont le partage permettrait de gagner en réduction de gaz à effet de serre? C'est le modèle économique tout en haut de la tour de CMA-CGM, je sais pas. Non, les données, alors ça dépend si c'est des données techniques ou des données économiques. Donc sur les données techniques, je ne sais pas. Sur les données économiques, elles existent, elles sont chères. Et dans certains des modèles, dans les modèles qu'on fait, en fait, on le fait à la main, on va chercher des infos et ces infos sont quand même très imparfaites. Donc l'enjeu dans le maritime, et c'est un point qu'on peut soulever, c'est pour nous, en tout cas économistes, la vraie difficulté à réfléchir alors que les données sont soit très chères, soit peu accessibles, soit pas homogènes, qui fait que on est quand même très contraint là-dessus. Donc tout le monde cherche de la donnée, c'est devenu entre guillemets vraiment une nécessité pour avancer dans les recherches, mais à l'heure actuelle, que ce soit dans le portuaire ou dans le maritime, c'est très compliqué. Il faut construire ces bases sur le même. En fait, des données sur quoi? Sur les émissions de CO2? Sur le coût du fret? Sur le... Données opérationnelles, données dynamiques, notamment sur le partage en temps réel des ETA et des ETD et leur l'arrivée estimée dans les ports et navires pour permettre de les construire. Et peut-être aussi là-dessus, parce qu'il y a pas que ça aussi comme données, hein, il y a toutes les données techniques. Je rejoins ce que disait Corinne. Oui, en tant que chercheur, on passe notre temps à aller chercher de la donnée. Et bien souvent, on a le sentiment que, en fait, on vient présenter des résultats à des industriels qui nous disent, ouais, t'es bien gentil, mais moi, tout ça, je le sais déjà, j'ai déjà sorti ces résultats. Et en même temps, on attend des chercheurs qui montrent ça pour après dire, ah, vous avez vu, ils ont dit ça, donc c'est solide. Donc on a quand même il y a un problème sur le partage des données aujourd'hui, quoi. Et c'est dommage. Tout à l'heure, Monica, tu disais, j'ai pas envie de passer mon temps à faire agréger de la donnée. Oui, enfin, c'est pas notre boulot, mais on a besoin de données. Et il y en a pas assez, c'est clair. Et il y en a pas assez qui est partagé sur la recherche. Par contre, il y a vraiment des initiatives aujourd'hui pour ouvrir la donnée. Il y a de plus en plus de gens qui publient leur base de données, etc. Rien qu'entre chercheurs, on passe notre temps à essayer de reproduire des études qui ont été faites par d'autres personnes sans les données. C'est marrant, mais est-ce que ça fait vraiment avancer les choses? Ce serait beaucoup plus simple de les reproduire avec les données. On va prendre une dernière question très très courte. Oh, je suis dernier. Non, pour poser la question, pas d'être prise, c'est-à-dire que je pense pas que ça conclurait. C'est une question qui fait partie de la conclusion. Excusez-moi d'être à plus long. Voilà, la question que je poserais, c'est au panel. Deux choses. Il y a un scientifique ou un architecte chercheur qui a inventé le terme de dromologie, c'est-à-dire la vitesse est un objet non sanctionné démocratiquement. Donc il a commencé ses travaux en 1970, qui s'appliquent maintenant au NTIC, à l'Internet et à l'IA. Là-dedans, je m'aperçois que revient, surtout à partir des travaux de la zone critique de la Tour, le concept d'accélération. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens qui prennent toujours pour option le possible ou maintenant les négationnistes du net zéro carbone, accélèrent beaucoup plus que nous sur des solutions qui datent maintenant les premiers travaux du GIEC avant 2015, je crois que c'était 2008, où on nous annonçait quand même le danger de la hausse du climat, de la pollution, etc. Alors, ma question, c'est est-ce que
quand on est à fond dans la technologie innovante, est-ce qu'on revient sur des concepts, on peut dire, d'écologue, d'alerte sur l'impact du climat en tant que conséquence sur nos capacités peut-être à réagir? Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, dans les années 90, il a été lancé la notion de destruction créative. C'est lié, c'est lié, c'est lié. Donc, la destruction créative a été émise en 1990. Je pense qu'elle a parcouru tout le champ des experts. Qu'est-ce qu'on en fait? Et se rappeler que ça, c'est 90. En 92, il y a quelqu'un qui s'appelle Ricardo Petrella, qui était au niveau de l'ONU le responsable d'un concept. Il a lancé le groupe de Lisbonne. C'est-à-dire, lui-même, il était en train de dire, attention, la mondialisation, on ne contrôle pas la vitesse avec laquelle elle expose les données et la hausse de la carbonisation des fossiles. Voilà. Donc, est-ce que ces concepts ou ces réflexions sont intégrés dès lors qu'on pense technologie, innovation? C'est tellement philosophique et large. Moi, je vais m'emparer juste de la question comment le modèle tient compte de l'innovation. Donc, le temps de l'innovation, pour nous, c'est la baisse des coûts, le long d'une courbe des gains d'apprentissage, et on a quand même de l'inertie. Donc, dans les modèles que Pierre a montré, il y a l'inertie des choix passés. Donc, je suis d'accord sur la création destructrice, mais on voit qu'en pratique, on attend que le frigo tombe en panne avant de le changer. Et on prend un peu plus efficace pour acheter plus vieux. Enfin, donc juste, on entend que les navires arrivent à la fin de la vie technique et on est même contraint de faire de rétrofit. Donc on fait quand même sur la base de ce qu'on a déjà investi. Et c'est parce qu'on est sur des filières à maturité temps long, comme tu évoquais tout à l'heure. Donc c'est temps long qui nous oblige à ne pas aller aussi vite sur ces innovations-là. Donc le temps de l'innovation, je ne sais pas comment on peut le traduire autrement. On anticipe la digitalisation, comment ça peut changer, mais je ne vois pas comment on peut encore modéliser les erreurs de la vitesse de la mondialisation. Donc, c'est peut-être pas ça la question. Comment le modèle il prend en compte. Donc, moi, je dirais, il y a quand même quelque chose que je trouve intéressant, je disais tout à l'heure, c'est qu'en mettant le navire et son énergie et ce qu'il émet au centre de la question, on a déjà changé le paradigme par rapport à ce qu'il est actuellement quand même. Puisque, on va dire, voilà, il ne faut plus qu'il pollue. D'accord, on ne peut pas gérer pour l'instant les gros navires, etc. C'est un autre sujet. Mais déjà, de se poser la question, comme fait Neoliner, par exemple, hein, de miser sur une technologie et d'aller chercher des clients pour remplir et assurer une pérennité, c'est quelque part une manière de dire, bon voilà, je vais faire du générateur cargo d'avance, c'est-à-dire je vais transporter plein de choses différentes pour essayer d'assurer ma rentabilité avec de la valeur ajoutée différente au lieu de faire du standard ou un navire pour une marchandise. C'est déjà un changement quand même important. Il n'est pas visible comme ça, mais déjà, on a remis le navire et l'énergie un peu au cœur de la question sur un certain nombre de lignes et on peut espérer quand même que c'est une manière de ralentir quand même quelque part avec voilà, la mondialisation dont on dit. Je prends le temps de faire de la voile, je cherche des clients, voilà. Et c'est un travail qui est compliqué, bien sûr. Alors, en ce qui concerne Néolène, en plus, moi, je trouve une anecdote qui est pas mal, c'est Jean Zantini qui l'avait partagé quand on avait visité le bateau à Nantes il y a quelques mois. C'est le fait qu'en fait, en allant à Saint-Pierre-et-Miquelon aujourd'hui, tous leurs produits frais, en fait, la centrale d'achat est à côté de Nantes, ça va à Rotterdam, ça attend, ça traverse l'Atlantique très vite, puis ça attend à Halifax, parce qu'ils peuvent pas aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'y a pas assez de profondeur dans le port. Puis ensuite, il y a un plus petit porte-container qui va à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc, en fait, le Neoliner, lui, en 13 jours, en partant de Saint-Nazaire, il permet d'adapter des produits plus frais que ce que le système, que la ligne, on va dire, mondialisée, permet. Donc, je pensais à ça parce que tu parlais du Neoliner. On ne parle pas juste
décarbonation, de prototypes, de business plan, etc. On parle aussi d'améliorer en fait la vie des gens et on met du social là-dedans. Donc voilà, à chaque fois qu'on essaie de mettre un peu de social là-dedans, on se rend compte que oui, il y a des business plans qui fonctionnent très bien pour aider les gens et on n'a pas besoin d'avoir des volumes de fou. Ouais. Alors, en prenant, peut-être en mettant carrément plus large, et par rapport à un petit peu d'optimisme aussi par rapport à votre remarque, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, 30 ans ou 35 ans, je veux dire, on publiait un papier en tant que chercheur sans forcément tout regarder les coûts et la CV. Et que maintenant, plus largement, finalement, chaque fois qu'on va faire une innovation, on va quand même se poser la question de savoir d'où ça part et jusqu'où ça va. Donc effectivement, il y a le côté social, il y a le côté est-ce qu'on a et du coup, on réduit un petit peu quand même aussi notre dépendance à une mondialisation inutile. Et effectivement, on va chercher quelque chose là où elles sont parce qu'on ne peut pas faire autrement. Comme tu disais, aller chercher des clients parce que ça devient intelligent. Mais c'est des questions qu'on ne se posait pas forcément. Je ne suis pas sûre qu'on était autant dans cette analyse totale. Et donc, ça, c'est quand même plutôt positif. Ok. Avant de conclure, là, je redonne la parole à Rodika, Pierre et Nathalie pour conclure cette session. Donc, je voulais vous remercier pour l'organisation de cette journée, la qualité des exposés qui ont été faites. Conclure aussi avec une diffusion qu'on porte à NIT. Donc, c'est une initiative collaborative. Donc, on porte vraiment les premiers acteurs de la décarbonation, donc avec les entreprises concernées, les armateurs, les développeurs de solutions, etc. Donc, il va y avoir besoin de créer avec eux des projets structurants autour de certaines technologies, d'étudier techno par techno, segment par segment, la faisabilité de telle ou telle solution. Donc, c'est une démarche qu'on a déjà engagée depuis les 3 ans d'existence de l'association. On va souffler notre bougie, 3e bougie là en juillet, et on va amplifier la dynamique à partir de l'année prochaine, en particulier parce que grâce aux efforts acharnés d'Erwan, on a pu obtenir potentiellement une partie de réfléchage des fonds ETS vers ce but-là. On va accompagner nos partenaires dans les projets structurants et industriels, mais on n'oublie pas aussi qu'en fait, même si c'est le driver premier à nos yeux, qu'on ne pourra rien faire s'il n'y a pas derrière une recherche scientifique qui va être préalable à cette innovation. Les filières, pour moi, vont s'inscrire dans le temps, je l'espère, je le souhaite à la filière vélique de s'inscrire dans le temps, je souhaite à d'autres filières, hydrogène, carburant, de s'inscrire dans le temps. Quand en 72, on revient en 72, la réponse au choc pétrolier, c'était le plan Messmer, le nucléaire, et même avant le nucléaire, en France, on le fait il y a 80 ans. Voilà, donc les filières, on leur souhaite de s'inscrire dans le temps. Il y aura un besoin de recherche continue. Ça, on en est aussi convaincu. Concrètement, à court terme, on va développer des outils d'aide à la décision pour les partenaires industriels. On va avoir besoin de vous là-dessus. On va aussi développer des bases de données consolidées, ça rejoint ce que tu dis Florent, et ça on va avoir besoin de partager ensemble. Et on veut aussi porter avec vous un projet de recherche autour de la décarbonation pour des sujets vraiment de TRL assez bas, qui vont être le terreau de l'innovation de demain. On reviendra vers vous là-dessus. Donc on est content de voir aussi, je pense que avec Cargo et au niveau nantais, on voit qu'il y a une recherche de qualité sur lesquelles on pourra s'appuyer. Voilà, donc nous, on sera à disposition aussi pour ça, on viendra vers vous. Et puis, Rodika, le mot de la fin. Merci en tout cas de ton invitation. Et merci à tous les présentateurs et participants.